sommes quelque peu tristes de devoir en parler, mais il est important d'en parler. C'est les crimes. Ce sont les crimes commis contre les journalistes. Le 2 novembre a été choisi comme la journée de commémoration ou de moins la journée d'exigence de la fin pour l'impunité au niveau des crimes commis contre les journalistes. C'est un combat que les journalistes mènent depuis maintenant plusieurs années, mais qui a été consacré à partir de l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon en 2013, le 2 novembre 2013 plus précisément. Donc ça fait 5 ans maintenant. Et la vérité sur l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon n'est toujours pas connue. Plus loin encore, c'est l'assassinat de Deïda Aïdara en Gambie, en dépit du fait que Yaya Jammeh, président gambien, celui qui était au pouvoir quand Deïda Aïdara a été assassiné, en dépit du fait que Yaya Jammeh a été chassé pratiquement du pouvoir. La vérité sur la mort de Deïda Aïdara n'est toujours pas connue et les auteurs de ce crime restent impunis à ce jour. Plus loin encore, Norbert Zongo, c'était en 1998 au Burkina Faso, régime de Blaise Compaoré. Norbert Zongo enquêtait sur des affaires qui impliquaient le jeune frère du président de la République. Il a été retrouvé calciné dans sa voiture. Et puis les crimes de cette nature-là, il y en a des centaines, même plus d'un millier en 15 ans. 1035 journalistes assassinés en une quinzaine d'années. Si l'année 2017 a vu une légère régression, il y a quand même eu 65 journalistes assassinés en 2017. 2018, le compte se poursuit, le compte macabre se poursuit malheureusement, puisqu'il y a quelques semaines seulement, Jamal Khashoggi, journaliste saoudien qui officie aux États-Unis d'Amérique, se rend en Turquie dans l'ambassade, le consulat de son propre pays pour donc se faire renouveler son passeport. Là, il est également assassiné tout simplement. Il est mis en cause le prince Mohammed Ben Salman, mais aucune preuve n'a encore été donnée. La Turquie, les États-Unis, la France et tout un certain nombre de pays exigent la vérité, mais pourtant aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions et ont des doutes pertinents, des doutes justifiés, j'en peux le dire, sur le sort de cette enquête. Pour discuter de cette problématique triste et révoltante à la fois, j'ai sur ce plateau deux journalistes, celui qui est secrétaire de rédaction de Eden Télévision, c'est donc Fréjus, c'est Roland Fréjus, bonjour. Bonjour James Bagedi et bonjour aux téléspectateurs de Eden Télévision, aux auditeurs de la 102.3 Diaspora FM. On aura compris que cette semaine, je l'ai annoncé depuis lundi, vous avez été constamment sollicité pour cette émission. Merci à vous d'être toujours présent en face de vous. Donc, c'est un journaliste, revendique désormais uniquement journaliste et rien d'autre. C'est Jules Léandre Kitty. Jules Kitty, bonjour. Bonjour James et bonjour aux amis téléspectateurs et auditeurs. Même s'il ne se revendique plus portant un titre, c'est un grand connaisseur de l'actualité au Bénin et également des questions relatives à la presse, à la liberté de presse et aux crimes contre les journalistes. 1035 journalistes tués dans le monde en une quinzaine d'années. Qu'est-ce que cela vous inspire, Jules Léandre Kitty? Non, ça m'inspire plus que la tristesse, un sentiment de désolation et presque de vengeance, mais je ne voudrais pas insister sur vengeance pour que on me soupçonne de vouloir lancer aux journalistes un appel à une action terroriste contre tous ces terroristes moi je les appelle terroristes, eux, contre la liberté d'expression et de presse. Mais dommage pour eux parce que le monde ne peut pas fonctionner sans les médias. Ça me fait mal parce que, d'autant plus que la question de l'impunité des auteurs de ces crimes contre les journalistes est de mise. Normalement, c'est vrai, il faut déplorer l'assassinat d'un journaliste comme de tout acteur d'un secteur professionnel. Mais le plus important, c'est de s'assurer que, une fois qu'un crime est commis,
les auteurs ont été démasqués et sanctionnés à la mesure et au-delà même de leur forfaiture. Mais quand l'impunité s'installe, vous avez vu comment les chiffres ont évolué. Et moi, je vous félicite d'avoir fait le travail, d'avoir collégé les statistiques jusqu'à sur 15 ans. Sinon, si vous prenez les chiffres de l'UNESCO qui étaient déjà pour la décennie passée à 800 et plus de journalistes assassinés, et on parle d'une mort par semaine de journalistes, simplement de gens qui veulent aller couvrir des événements pour donner l'information, qui est un droit fondamental pour les citoyens. Donc, moi je pense, et le dernier cas que vous donnez, vous voyez, puisque les auteurs ne sont pas punis, les crimes ont continué, et les crimes ont continué en évoluant, d'accord, crescendo dans la dimension barbare de ces crimes. Regardez comment un journaliste, il va dans le consulat de son propre pays, mais parce qu'on a peur de lui, parce qu'il est un bon journaliste politique, parce qu'un bon journaliste politique, c'est également son carnet d'adresse, c'est la maîtrise des secrets de certains niveaux donnés. Il travaille d'ailleurs pour un grand groupe où il dérange, mais on le tue, et on le tue avec barbarie. Comme pour dire, on le fera, personne ne nous dira rien. Et parce qu'on a tenté de camoufler d'abord, ça n'a pas marché. Même les États-Unis que vous évoquez, Donald Trump a tenté dans ses premières interventions de montrer que, bon, il ne faut pas désigner tout de suite comme commanditaire le prince saoudien. Il ne faut pas soupçonner le gouvernement saoudien. Non. Finalement, quand les éléments d'information, et ça je remercie également ses confrères, je leur rends hommage, qui quelque part réussissent également à sortir des éléments qui permettent de mettre devant le fait accompli ces dirigeants qui veulent camoufler les choses. Finalement aujourd'hui, Washington, Paris, tout le monde déplore le comportement du régime saoudien face à cette situation. C'est clair, vous mettez des gants en disant que oui, il n'y a pas encore de preuves qui accablent le prince saoudien. Mais pourquoi pour une enquête où son régime est soupçonné, c'est dans le consulat de son pays que ça a été perpétré, et après les enquêteurs, en tout cas les confrères qui se sont mis sur le dossier ont montré que après le corps a même disparu, on soupçonne même qu'on l'ait dissous de l'acide. Pourquoi on précise que l'enquête doit être supervisée par le prince lui-même? L'enquête que diligente l'Arabie Saoudite est supervisée par le prince lui-même qui est soupçonné d'être à la base de ça. Comme quoi, les journalistes se trouvent orphelins aujourd'hui, et il faut que l'Assemblée générale des Nations unies, qui a bien fait d'instaurer cette journée, puisse aller au-delà. On va revenir au moyen de mettre fin donc, à l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Et mettre fin à l'impunité, c'est l'objectif étant de mettre fin aux crimes eux-mêmes. Parce qu'il vaudrait mieux mettre fin aux crimes plutôt que de mettre fin à l'impunité. Bon, les criminels, hein, ils seront toujours là, mais quand ils savent que en face, dès que vous faites ça, c'est compliqué, peut-être que ça peut diminuer. Alors, ces crimes commis contre les journalistes, il ne s'agit pas seulement d'assassinat, fort heureusement, Fréjus Serrolan, il s'agit également de privation de liberté, il s'agit de menaces, il s'agit de brimades de toutes sortes, il s'agit de crimes, non pas seulement physiques, mais également psychologiques. Bien évidemment, James Fulangagidi, cette situation que nous évoquons aujourd'hui est affligeante, est consternant, même si on part du général pour dire que depuis 2006, l'ONU a dénoncé près de 1010 journalistes tués dans le monde. Il faut noter que dans ce lot-là, il y a les journalistes qui sont emprisonnés, qui sont victimes de tortures, de sévices sexuels. Ça, c'est notamment les femmes qui en sont victimes. Et comme vous le dites, c'est tellement triste. Entre le 1er janvier 2018 et octobre, on dénombre seulement 86 journalistes tués. On ne parle même pas là. Seulement. Non, non. 1er janvier 2018 donc, et octobre. C'est un lapsus quand vous dites oui, seulement. Non, voilà, c'est un lapsus. 86 journalistes tués, rien. Voilà. Rien que pour janvier et octobre 2018. L'année précédente, c'était 65 pour 65. Oui. Et c'était en régression. Donc, il y a une montée cette année. C'est incompréhensible, c'est intolérable. Et on peut comprendre ce qui se passe parce que, selon un rapport qui est sorti ce 1er novembre, il y a seulement sur 10 cas,
il y a seulement un cas qui est porté devant la justice. Et sur le seul cas qui est porté devant la justice, sur ce seul cas parmi les 10 dont on parle, le pourcentage qui aboutit à une décision de justice qui punit les coupables, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, il y a une impunité qui favorise les crimes contre les journalistes, que ce soit des meurtres, que ce soit des sévices sexuels, que ce soit des tortures, des dissuasions et autres pratiques. Qu'est-ce qui peut expliquer, à votre avis, notamment. Qu'est-ce qui peut expliquer, à votre avis, le fait que les crimes commis contre les journalistes ne soient pas punis? Si on parle du simple exemple de Jamal Khashoggi, l'exemple de ce journaliste saoudien assassiné en Turquie, au consulat de son pays, vous avez vu, mettons une pause d'abord. Il y a quelques mois, vous vous souvenez de l'affaire Skripal, Sergei Skripal, le nom de ce agent de renseignement russe, S-agent, qui a été empoisonné au Novichok, nous dit-on, en Angleterre, en Grande-Bretagne. Toute la communauté internationale, sans enquête préalable, a condamné et a sanctionné la Russie sur des soupçons. On a pris des sanctions économiques et diplomatiques et d'autres sanctions, et on a condamné la Russie tout de suite parce qu'on soupçonnait que ce soit la Russie. Parce que le Novichok n'a été que ce soit fabriqué la Russie, que par la Russie. Sans enquête, des soupçons. Parce que le monde, la communauté internationale déjà avait des comptes à régler avec la Russie. Maintenant, on a la preuve qu'un journaliste a été assassiné dans un consulat, le consulat de son pays, qu'il a été torturé, qui a été peut-être découpé selon les informations, vivant. Ouais. Mais regardez le comportement de la communauté internationale, de la même communauté internationale, qui a condamné sur des soupçons l'assassinat d'un ex-agent de renseignement, qui a pris des sanctions, mais ici, cette même communauté internationale a les preuves que le journaliste a été assassiné. L'Arabie Saoudite a reconnu. Non, je dis, parce que c'est un journaliste. L'Arabie Saoudite a reconnu, après avoir refusé ce meurtre, a reconnu que c'était lors d'une dispute que le journaliste a été tué, mais aucune sanction parce qu'il y a les intérêts économiques. Le président américain a dit, ne lui demandez pas de mettre à mal les contrats d'armes avec l'Arabie Saoudite à cause d'un journaliste tué. Donc déjà, même quand on parle, même la France, tous les pays, personne ne veut prendre le risque de sanctionner l'Arabie Saoudite pour le meurtre d'un journaliste, un journaliste torturé, décapité, vivant. Mais quand ça se passe ainsi, que les intérêts économiques prennent le pas, le dessus sur les droits humains, sur la dignité, quand c'est comme ça, on donne un passe, on donne un droit aux États puissants qui ont les moyens de s'acheter, d'aliéner d'autres États, de tuer, d'assassiner, de violer les journalistes. Et c'est ça qui constitue un tremplin, un laisser-aller à ces États-là qui se disent, puisque nous avons des intérêts, puisque nous avons les moyens de nous acheter le silence de la communauté internationale, tant pis, nous allons les tuer. Alors, Jules Ankiti, l'Arabie Saoudite a du pétrole, c'est la première puissance pétrolière au monde, c'est un pays extrêmement riche. Le prince Mohammed Ben Salman est dans une dynamique de transformation de l'Arabie Saoudite qui, d'une certaine façon, plaît à une partie de l'Occident. Ce pays a donc la capacité, on peut le dire, de tenir par la bourse les autres. Mais quand on prend le cas d'un Burkina Faso avec un président comme Blaise Compaoré qui pendant pratiquement une quinzaine, une vingtaine d'années n'a jamais été inquiété pour l'assassinat de Norbert Zongo. Quand on prend le cas de la Gambie d'Aïda Aïdara qui n'a jamais Aïdara assassiné, le président Djamé n'a jamais été inquiété et même après sa chute, après la chute de ces deux présidents, ces deux-là ne sont pas inquiétés pour les journalistes assassinés. Comment peut-on expliquer cette impunité? Est-ce que c'est parce que c'est des journalistes que la communauté internationale se contente de condamnations verbales et ne va pas jusqu'à la sanction économique, voire à l'enquête qui peut aboutir à l'envoi en prison de ces criminels? Et j'ajoute qu'actuellement, j'oubliais de leur rendre hommage, de prier pratiquement pour eux. On a deux confrères aujourd'hui algériens qui sont en prison, y compris une femme, parce que ayant donné leur opinion sur la gouvernance de Bouteflika. Et ça, Reporters sans frontières est déjà là-dessus en train de dénoncer. Bon, même si les cris de détresse de Reporters sans frontières ont commencé à ne
plus dire grand-chose aux dirigeants. Alors oui, vous faites bien de poser la question de savoir, est-ce que c'est parce que c'est des journalistes qu'on ne s'empresse pas de condamner? En plus de condamner, on ne s'empresse pas de sanctionner, d'aller à des procès qui donnent des sentences qui découragent ou dissuadent les autres candidats à ces crimes-là. Oui, je suis tenté malheureusement de répondre oui, parce que par parallélisme tout à l'heure, l'exemple donné par mon cher ami Fréjus a montré que lorsqu'il s'agit d'autres acteurs, on a parlé d'un ex-agent de renseignement, oui, on a été prompt sur la question. Mais oui, c'est parce que c'est des journalistes pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il s'agit de journalistes. Et la décision, la volonté politique qui est nécessaire pour qu'on aille à des sanctions, pour qu'on permette à la justice de faire son travail, pour que des sanctions puissent être prises dans les relations bilatérales ou multilatérales entre États ayant contribué à ces crimes-là, eh bien, c'est que ces dirigeants-là, s'ils accordent cette volonté politique-là, ils donnent ce coup de pouce-là pour que les auteurs soient sanctionnés. Ils craignent que les mêmes médias, les mêmes acteurs de la presse se retournent contre eux. Parce que c'est dit, et c'est connu que c'est un mariage incestueux qui se fait entre les médias et les hommes politiques. Voilà deux acteurs qui ne peuvent pas vivre, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un bon journaliste d'investigation, journaliste politique, ou qui traite simplement de l'actualité s'il n'y a pas d'acteurs politiques qui agissent. Je vous défie de me trouver un seul acteur politique au monde entier, n'importe où, qui a pu se faire grossir son leadership sans les médias, sans passer par les médias. Mais c'est deux acteurs qui se détestent en sourdine, qui se regardent en chien de faïence en sourdine, mais qui se regardent, qui se font les yeux doux. Et puis, et là, dès que l'un a une arme, l'un a le moyen de se débarrasser de l'autre. Très bien. Et alors, n'a rien pour. Alors, aujourd'hui, en dehors du fait que ceux qui doivent donner donner la preuve de la volonté politique pour permettre à ce qu'on sanctionne les auteurs de ces crimes-là, craignent, ils se disent, ah non, il ne faut pas un journaliste, il ne faut pas toujours dire, ouais, on se bat pour eux. Parce que le journaliste, il exerce à fond le droit d'ingratitude. C'est pas parce que vous seriez battu, vous êtes président d'un pays, vous seriez battu pour que la justice soit rendue, que demain le journaliste, quand il sort, il devient votre griot. Non, il fait son job. Si c'est vous qui mettez le grappin sur les fonds de l'État après qu'il est confondé à votre poche, il est prompt à les dénoncer. C'est son job. Alors, donc, c'est le premier facteur que je trouve. Et ça, cette hypocrisie se note même au niveau de toutes les instances de la communauté internationale. Deuxième chose, ce sont les intérêts. Je vais parler d'économico-stratégique parce qu'il y a les intérêts économiques, mais il y a aussi, et je suis heureux de parler à un spécialiste des questions internationales, il y a aussi que lorsque vous touchez à l'Arabie Saoudite, pour parler du cas que nous avons sur le tapis, c'est une puissance économique, mais regardez les États-Unis. Les États-Unis, ne serait-ce que par rapport au pétrole saoudien, s'ils s'amusent à attaquer le prince, les conséquences, c'est pas pour maintenant, et c'est sur une longue durée. Alors, sur le plan militaire, vous voyez, les États-Unis, c'est clair aujourd'hui, avec déjà sous Barack Obama jusqu'à Trump, ils ont compris que ouvrir trop de fronts, finalement, les rend vulnérables. Depuis 2001, où ils ont été frappés, tout le temps qu'ils ont cherché à montrer leur puissance en ouvrant trop de fronts, finalement, les États-Unis ont compris qu'il vaut mieux choisir ses amis, d'accord, sur la base de ses intérêts, même si ses amis ont des tâches très bien. Alors, donc, on essaie de gérer. Et puis, les propos de Trump, ça ne se surprend pas que lui, il en vienne à dire, moi, je suis pas prêt à sacrifier mes intérêts militaires et économiques pour un journaliste tué. Donc, c'est d'abord que politique et journalistes, il ne faut pas que les journalistes attendent à ce que les politiques les aident. Vous allez voir des politiques qui vont déclarer leur indignation et tout, mais ils savent que le journaliste peut se retourner contre eux. Deuxième chose, il y a ses intérêts économiques, il y a ses intérêts stratégiques. Maintenant, il y a peut-être derrière ça, pour que ce soit visible, qu'il faut sortir l'hypocrisie de la communauté internationale, que je détache un peu de l'arsenal politique de chaque pays. Communauté internationale, ce concept-là a été créé
pour désigner un peu comme un personnage qui puisse se mettre au-dessus de la mêlée, qui rassemble les forces mondiales pour dire quand ça dépasse les clivages individuels, alors on dit c'est la fin de la récréation. Mais là, la communauté internationale aussi fonctionne sur la base du poids que chaque entité a dans la cagnotte. Et donc, quand il s'agit des États-Unis et quand il s'agit de l'Arabie Saoudite, qui déjà est prête à se moquer proprement de cette communauté internationale, moi, je ne suis pas surpris par les réactions. Mais je finis en disant... C'est un concept extrêmement vague, qui a un contenu sur chaque événement. Vous êtes d'accord que, et ça, c'est votre matière, il y a même des instances de la communauté internationale, de l'ONU, par exemple, les gens font aujourd'hui le débat sur la nécessité de les maintenir ou pas. Il y a même des doublons qui se font et j'ai l'impression qu'au niveau de, j'ai envie de dire, votre communauté internationale, ce sont tes amis, eh bien, on regarde l'amada de fonctionnaires internationaux. Le débat sur la communauté internationale va se faire à une autre occasion. Donc, non, je finis en disant, en quelques secondes, hein, la vraie sécurité des journalistes se fera sur la base de la résolution qu'ils prendraient eux-mêmes, de continuer à être libres, quel que soit ce qui leur arrive, de continuer à avoir leurs appuis en termes d'information pour savoir où est-ce qu'ils mettent les pieds. Parce que lorsque vous prenez le cas de ce journaliste saoudien, mais ce que beaucoup ne disent pas, il dérangeait le régime saoudien parce qu'il a été au cœur de ce régime, parce qu'il a des informations et aujourd'hui qu'il retourne. Vous croyez qu'il a été recruté pour travailler pour la presse américaine pour rien parce qu'il est journaliste? Non, c'est parce qu'il peut donner des informations données et maintenant on le prend. Ça veut dire que peut-être qu'on a eu les informations que là il s'apprête à publier des choses et lui-même il a eu les pressentiments. Dans les informations que j'ai eues, il aurait laissé même son téléphone à sa fiancée au bord de la voie pour dire, bon, si je rentre là, quelque chose m'arrive, appelle les gens. Ça veut dire que lui-même, il sentait qu'il y avait un problème. J'ai pas envie de dire que ce sont les risques du métier, mais si nous restons soudés, si nous trouvons peut-être une autre machine... Est-ce que nous parlions des recommandations aux journalistes dans un instant? D'accord. Pour revenir rapidement d'abord à ces crimes contre les journalistes. Pour ce qui concerne le continent africain, on en a parlé, il y en a beaucoup. Le pays le plus criminel, on peut ainsi dire, c'est l'Érythrée et il est suivi de près par d'autres pays comme même l'Éthiopie. On compte des pays comme la Gambie dans un passé récent encore. Et puis le petit Bénin ne commet pas beaucoup de crimes contre les journalistes. Démocratie, heureusement, oui. Démocratie, heureusement. Mise en pratique, démocratie égale limitation des crimes commis contre les journalistes, c'est cela? Nous sommes obligés de faire ce parallèle-là parce que c'est le schéma, c'est le tableau qui s'offre à nous. Nous constatons que dans les pays démocratiques, il y a moins de crimes contre les journalistes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crimes contre les journalistes. Il y en a. Mais il y en a. Peut-être on ne porte pas souvent ça sur la toile au public et sur la place publique. Mais il faut noter, vous parlez de Bénin, il n'y a peut-être pas de crimes, mais il y a des délits, si on peut le dire, contre les journalistes, des brimades, les simples menaces sont déjà des crimes. Oui, parce que c'est tout cela qu'il faut condamner. C'est pas la mort qu'il faut condamner. Ça commence par les menaces. Quand on vous appelle pour vous dire attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Si vous faites ceci, quand on vous appelle, et ça c'est un appel que j'ai reçu, quand on vous appelle pour vous dire, est-ce que vous savez que avec un coup de pied sur votre porte, qu'elle peut s'ouvrir? Voilà. À n'importe quelle heure de la nuit, on vous dit ça au téléphone. On vous dit déjà qu'on est en mesure de vous jeter la vie, à vous, à votre famille. Donc c'est déjà ça qu'il faut condamner, c'est déjà ça qu'il faut punir, parce que si on ne punit pas ça, c'est comme tracer le chemin au crime et commencer par crier, par condamner. Il faut déjà condamner les brimades. On a parlé l'année passée de caméras arrachées à des journalistes sur un terrain de sport parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation d'être sur ces lieux. En plus de le leur arracher, ils ont reçu quelques hypercutes parce que celui qui était en face, c'est pas tolérable. Découvert sur cette situation, il fallait sanctionner durement pour montrer
qu'un journaliste sur un terrain qui est dans le processus d'acquisition de l'information, du traitement de l'information, pour l'offrir au public, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas le brimer. Mais quand on laisse passer tout ça là, les petits appels, le rédacteur en chef de la Nouvelle Tribune peut en témoigner, il a plusieurs fois été menacé sur des dossiers, pas des particuliers, pas des groupes de personnes, pas des sociétés qu'il appelle. Finalement, son journal est fermé. Oui, ce journal est fermé. Mais non, c'était pas forcément l'État et autres sur le dossier. Non, il a été fermé. Écoutez, mais sur d'autres dossiers. Sur d'autres dossiers. Pas, je ne dirais pas les noms des confessions religieuses sur lesquelles il a écrit des articles, l'ont menacé. D'autres journalistes, un de nos confrères qui est décédé aussi, a été menacé par ces groupes de personnes, ces groupes sociaux. Oui, on ne sait pas. On ne sait pas si finalement ce sont ces groupes qui ont réussi, mais il a reçu ces menaces. C'est pour dire que la chose existe dans notre société. C'est peut-être parce que nous ne sommes pas encore arrivés à l'étape là, nous ne souhaitons pas arriver à cette étape de mettre des journalistes, mais les intimidations, il y en a et il faudrait les dénoncer, c'est aussi ça. Quand on vous appelle par exemple pour vous dire on peut défoncer votre pote et que vous-même vous ne faites rien et que vous gardez ça, vous contribuez à un terrain, à favoriser au terreau, vous mettez comme ça un terreau fertile et favorable au meurtre des journalistes plus tard. Parce que la personne qui se permet de menacer, il se réfléchit dedans. Il se donne les moyens, il réfléchit à comment faire pour échapper à la justice. Mais tout de suite, après de ces menaces, si on les récupère, si on le sanctionne comme il faut, on va le dissuader et dissuader les autres. Donc, nous-mêmes journalistes, il faudrait déjà que dès lors que nous recevons de petites menaces, que nous jugeons, qualifions de petites menaces, il faut aller directement porter plainte, le porter au public pour qu'on sache. Je signale que cet appel m'a été fait depuis le début de l'année 2010, donc c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps et que j'avais effectivement vécu comme une surprise et à laquelle je n'avais pas donné de suite. Mais Julien Nketi, est-ce que vous, journaliste d'une certaine expérience, vous avez déjà vécu des menaces ici au Bénin? Est-ce que vous avez connaissance de crimes commis contre les journalistes ici au Bénin? Qui en sont les auteurs de votre point de vue, s'il y en a? Et pourquoi le journaliste béninois serait-il la cible de ces menaces ou bien de ces crimes? Bon, ben, je voudrais, là, vous m'amenez à me faire revenir en tête. Non, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas reçu l'éducation de me taire sur des choses même qui font peur, pour peu que je sois sûr de ce que je dis. Je me rappelle, comme si c'était hier, et je rends d'abord hommage à quelqu'un, mon alter ego en ce temps, Rémi René Agossou, avec qui j'ai fait les premiers pas dans ce métier, presque le même jour. J'espère qu'il est toujours... Non, il est décédé. Ah. Il est décédé il y a... Paix à son âme. Oui, paix à son âme. Je me rappelle lorsqu'il y avait eu les obsèques de l'ancien président à Romadébé, nous avions ouvert une enquête, lui et moi, et on avait écrit dans un journal qu'on appelait Le Républicain. On avait réussi à démontrer qu'il y avait eu des centaines de millions débloqués, mais qu'il n'y en avait que pour les obsèques et qu'il n'y en avait eu que 4 réellement qui avaient été utilisés, dont la famille avait connaissance. Mon confrère et moi avons reçu des menaces, même des menaces de mort. Et puis après... C'est bizarre, on réagissait automatiquement à ces appels-là avec... de nouvelles publications? Non, pour les nouvelles publications, c'était garanti. C'était garanti le lendemain. Et le promoteur du journal qui nous utilisait, s'il refusait de nous offrir 2 pages pour ça, on démissionnait. C'était clair, sans se poser la question de savoir si on avait un autre job. Mais ça, on avait obtenu ça. Merci à M. Isidore Zinsou, qui se trouve quelque part. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après ces coups de fil-là, on disait, vous ne pouvez rien. Et bon, il se fait que quelques temps après, mon confrère fait un accident dans des conditions... Il y avait plusieurs autres dossiers sur lesquels on était allé dans la même période. Donc, je ne fais pas de la fixation sur le dossier des obsèques du président à Romadébé. Mais donc, on recevait beaucoup de menaces. Et pour nous, c'était comme pour avoir lu l'histoire de beaucoup d'autres journalistes qui ont été si téméraires, mais qui ont vécu des jours, certains tués, d'autres pas.
pour nous, c'était comme si c'était la preuve que ce qu'on faisait était... Et notre problème, c'était d'être juste dans ce qu'on faisait. Mais ça ne nous décourageait pas. Mais mon confrère étant... Moi, je l'attendais à Goudomento quelque part avec mon plat de couscous. Il devrait venir me voir quand on m'appelle pour dire qu'il est décidé. On a fait tout ce qu'il fallait. Mais 2 jours après sa mort, moi, je reçois un coup de fil. On dit, bon, d'un inconnu qui me dit, bon, voilà que ton gars est parti. On verra bien ce que tu vas faire. Je lui ai répondu... Est-ce qu'il y a un lien possible, imaginable entre le décès de votre confrère et l'enquête que vous meniez, ou bien sa mort était naturelle? Je ne saurais vous dire si sa mort était naturelle ou pas, mais je suis... mort de maladie ou d'accident? Non, d'accident. Je suis capable de vous dire, par ma toute petite expérience, que oui, il y a 1000 manières de finir avec vous. Bon, on est en plus au Bénin, il y a les moyens occultes aussi. Oui, bon, voilà, tout ça c'est possible, mais bon, vous pouvez faire un choc dans la rue, et puis il vous est fatal, mais vous ne savez pas celui qui est venu bizarrement contre toute règle de sécurité routière vous ramasser, vous ne savez pas quelles sont ses intentions. Il vous dira qu'il ne sait pas, qu'il ne vous a même pas vu. Et ça, au moins, on fera le constat. On ne va pas lui faire un procès on ne voit pas d'intention d'assassinat. Donc tout est possible. Mais voilà, le coup de fil que moi je reçois 2 jours après sa mort, qui me dit maintenant que on a fini avec ton gars, on verra bien si tu peux avoir encore le courage. Est-ce que ce n'est pas un élément qui peut m'amener à dire que, bon... Vous aviez porté plainte à l'époque? Moi, j'ai d'abord écrit dans le journal ça. J'ai d'abord écrit ça. J'ai dit à tout autre responsable qui pouvait m'entendre, et toutes les tribunes qui m'étaient offertes en ce moment, je le disais. Peut-être que j'étais... je crois que ça fait... en 2002-2003, je crois, si mes souvenirs sont bons. Alors, pour vous dire, un autre exemple, le 15 octobre, on faisait, Rémi René, Agosou et moi, un dossier sur l'assassinat de Thomas Sankara. Mais on avait pris la peine de lire d'abord tout ce qu'on avait écrit sur Thomas Sankara et Blaise Compaoré, notamment, paix à son âme aussi, Sénène Andrea Mirado, un journaliste malgache, qui avait connu les deux, qui avait écrit beaucoup sur eux. Alors, quand on faisait ce dossier-là, très révolutionnaire sur les bords, ça ne plaisait pas. Mais vous n'avez pas idée de ce que, même de l'étranger, on peut chercher à vous. Je rends hommage au président Kérékou, que je n'avais jamais rencontré dans ma vie en ce moment. Mais je me rappelle, je suis là seulement, je reçois un coup de fil d'un aîné, journaliste, qui nous dit, bon, vous vous trouvez où? Ton second, là, vous vous trouvez où? Mettez-vous à l'abri, des gens seraient envoyés depuis le Burkina pour que vous disparaissiez. Alors, et quand je cherche à comprendre, en fait, je reçois un coup de fil d'un proche à moi, qui ne connaissait pas mon numéro, mais qui est dans une instance où on peut avoir ces informations-là, qui me dit, bon, écoute, dans ma langue, écoute, toi, qu'est-ce que tu as fait dans telle chose? Ça vient rapidement comme ça. Et pas fini, quand je fais mes investigations, je me rends compte que le président de la République du Bénin, en ce moment, le général Mathieu Kérékou, avait eu vent d'une telle affaire. Et serait allé jusqu'à menacer les autorités de ce pays-là, pour dire non, ça ne se passe pas chez moi. Parce que chez moi, les journalistes, vous n'avez pas idée de ce qu'ils disent de moi, même président de la République du Bénin, tous les jours. Vous savez très bien que c'est ce président-là qui a dit cette phrase qu'on a coutume de rappeler, que si les journalistes peuvent dire même ce qui se passe sous son lit, qu'ils le disent, qu'ils disent vrai ou pas, si ça peut leur permettre de vivre de leur métier, que lui s'en fout. Moi, j'ai été au cœur, j'ai été journaliste au journal Le Citoyen, une fois le seul journal qui était regardé comme un journal et qui assumait d'opposition, sous Mathieu Kérékou. Oui, le jour où Le Citoyen ne sortait pas dans la zone de l'habitat à Kwakpa, on avait des gens qui débarquaient pour nous dire pourquoi vous n'êtes pas sortis, parce que le président de la République a dit, dans tous les journaux qu'on lui amène, lui veut voir Le Citoyen, le journal qui le critique. Ça, c'est Mathieu Kérékou, ça. Donc, au-delà de ça, maintenant, les coups de fil, d'autres menaces, même depuis
l'université. Vous avez vécu ça, moi, devant le resto une fois, on m'a signalé que dans les 5 minutes qui suivent, regarde, dans tel coin, il y a quelqu'un qui a un bidon d'essence, c'est à déverser sur toi pour te consumer, parce qu'un syndicat aurait choisi de dire qu'il faut que dans les réformes, il faut brûler le rectorat, il faut arrêter l'université pendant 5 ans. Et moi, j'ai écrit que ça, c'est avoir des problèmes de structuration mentale. Et donc, pour venir suivre... Donc, c'est tous les jours que cela se fait. Maintenant, est-ce que pour autant, ça m'a empêché de continuer à être journaliste? Non. Mais ce que j'ai fait... Oui, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est de ne pas me taire là-dessus. Heureusement, vous m'avez rassuré là, parce que vous avez dit que l'appel que vous avez reçu date de 2010. Parce que si c'était que c'est encore récent... Vous aurez une autre réaction de moi, je suis pas de ce plateau, que vous me sollicitiez pour ça ou pas. Mais c'est bien de le dire et c'est bien de rappeler ça, parce que celui qui vous a dit ça en 2010, si c'est sûr qu'il a enquêté après, il a vu est-ce que je touche à un cheveu de James, ça va être facile. Même le coup de fil qu'il vous fait, c'est certainement pour vous tester, pour voir ce que vous allez... Certainement, ces menaces-là, c'est d'abord pour vous intimider. Très bien. Et pour que vous cessiez d'écrire ce que vous devez écrire. On a des confrères, comment il s'appelle, il est... On va pas tous les citer non plus. Votre frère... Sulpice Oscar Baguidi, oui, il a été attaqué, oui. On a jeté des briques suite à voilà, donc, ça c'est des choses pour des commentaires qu'on fait. Mais il faut se réjouir déjà de ce que, c'est vrai, nous ne minimisons pas ces cas, tout ce que je viens de rappeler, c'est un peu vieux. Actuellement, c'est vrai, même si on dit souvent un pouvoir livré à lui-même devient fou. Il faut être vigilant, il faut dénoncer toutes les atteintes de la presse. Mais il faut déjà se réjouir que dans notre pays aujourd'hui, à moins que je me trompe, je ne sais pas s'il y a du journaliste en prison pour des opinions exprimées. Nous avons aujourd'hui un code de l'information et de la communication qui dit vous n'allez pas en prison pour une opinion que vous avez exprimée si vous êtes journaliste. Mais nous ne finirons pas ce débat sans, je ne sais pas si vous m'en donnerez l'occasion, sans parler de la responsabilité du journaliste lui-même. Parce que sa première liberté, c'est son professionnalisme et ses compétences morales et techniques. Et je poserai d'abord la question parce que si lui-même se met à injurier tout le monde... Je poserai d'abord la question à Frédéric, c'est vraiment la responsabilité du journaliste. On parle de responsabilité sociale du journaliste. Est-ce qu'elle est en cause dans les menaces, les crimes qui sont commis à son encontre? Avant de répondre à cette question, j'aimerais rebondir sur deux choses. On a parlé tout à l'heure du général Mathieu Kérékou qui est intervenu dans un dossier pour protéger un journaliste. Là, ça met en cause... Et sans chercher même à me voir. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec lui. La responsabilité des États, de leur diplomatie, de leur justice, de leur service de renseignement à protéger les journalistes. Ça, il faut insister dessus. Peut-être n'eût été l'intervention du général Mathieu Kérékou, on ne le souhaite pas. On ne sait pas ce qui vous serait arrivé. Non, c'était clair que l'autre chose, nous, on était en train de prendre notre billet tranquille, on serait venu nous chercher. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin. Ailleurs, les autres n'ont que pour moyen pour faire disparaître les journalistes, les meurtres, les kamikazes, les snipers et autres. Ici, nous sommes en Afrique où on ne peut pas savoir pourquoi un journaliste est mort. On peut en finir avec un journaliste par des forces occultes, vous l'avez dit. Donc, c'est aussi un moyen, quand vous dérangez quelqu'un dans un dossier, vous faites une enquête qui bouge les lignes, là, on peut chercher à en finir avec vous autrement. Là, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas savoir pourquoi ce journaliste est parti ou pas. Donc, il revient à chaque journaliste sur ce dossier de prendre ses responsabilités, ses dispositions spirituelles. Parce qu'il faut en tenir compte, c'est notre contexte, absolument. Toujours sur ce dossier, vous n'êtes pas sans savoir, James Baguidi, qu'ici à Eden, nous avons traité un dossier problématique. Absolument. Problématique. La suite, sur les physiquement, sur les morts, nous allons le dire. Vous savez ce qui s'en est suivi. Mais Meda Koudebi, qui a collaboré avec nous sur ce dossier, peut-être que les gens n'ont pas eu les moyens de m'atteindre directement, d'avoir mes contacts, mais il a reçu des menaces de mort. Il me transférait les messages. On lui a même prédit que dans telle semaine, toi, on va en finir avec toi, sur cet élément, tu vas mourir. Quand il m'a transféré les messages, j'étais le journaliste qui a réalisé cet élément. Je me dis, ah mais là, c'est sérieux.
C'est sérieux. Et il y avait 2 dossiers en instance, le vogue et les cimetières. Si vous continuez avec ça, c'était devenu très sérieux ce dossier. Ça a eu d'autres suites, vous le savez. Bien sûr. Rien que sur ce dossier, ça détruit le moral du journaliste. Mais en même temps, ça galvanise. Ça veut dire on fait quelque chose de sérieux et c'est là qu'il faut insister sur la nécessité pour la rédaction, pour les supérieurs, de soutenir les journalistes sur ces genres de dossiers. Dans ce dossier qui est arrivé, les toute promoteurs, la rédaction, les promoteurs et autres nous ont soutenus dans ce dossier-là quand c'est arrivé ici. Donc c'est important. Il ne faut pas que lorsque ça arrive, qu'on lâche le journaliste. Parce que c'est aussi ça. Il faut prendre au sérieux. Il faut que la rédaction, les promoteurs prennent au sérieux ces cas et protègent les journalistes comme ça l'a été ici à Eden. Il faut le préciser. Il faut féliciter des différents responsables à divers niveaux à Eden TV Diaspora FM. Maintenant, c'est la responsabilité sur votre question, la responsabilité sociale, j'ai du mal à répondre à cette question, mais je ne crois pas. Parce que par exemple, une société qui déverse des ordures, des déchets ménagers dans une zone d'habitation, une société qui installe une morgue en pleine ville, là où des citoyens vivent alors que c'est pertinemment interdit, et un journaliste qui enquête dessus, il est en train là de faire un travail citoyen. Quelle responsabilité que mettons-nous là dans la responsabilité sociale du journaliste? Et le journaliste qui travail, comme on le sait au Bénin, sous le prétexte ou bien pour pouvoir gagner de l'argent, diffuse une information mensongère, sachant que le lendemain il va la démentir, mais il l'a déjà diffusée, il sait qu'elle va circuler pendant un moment et lui il aura déjà gagné son argent. Nous avons des cas de cette nature. Non, ça il faut pas se mentir. Il faut pas se mentir. Nous sommes ce que nous sommes. Il y a de bons comportements, il y a de bons journalistes, mais à côté, il y a les brebis galeuses. Ça, il faut le dire, qui lancent ces informations pour détruire quelqu'un parce qu'ils ont reçu 500 000, 100 000, 50 000 même, 25 000 parfois, pour détruire l'image, la réputation de quelqu'un. Là, ce journaliste-là a choisi délibérément d'aller contre les règles de son métier. Mais est-ce que pour autant il faut l'assassiner? Est-ce que pour autant il faut le menacer de mort? Il n'a pas respecté les règles de son métier et celui qui se sent visé à tort peut réagir, mais on ne doit pas conseiller. La meilleure réaction n'est pas de tuer, d'ôter la vie à quelqu'un parce qu'il vous a diffamé, parce qu'il a porté une fausse information contre vous dans un journal. Les tests sont là. Il vous suffit simplement de porter plainte et ce journaliste sera sanctionné par les différentes instances dédiées à cet effet. Donc, pour finir, que ce soit une enquête qui est vérifiée, un fait qui vous est reproché qui est vérifié ou bien une diffamation, un fake news contre votre personne, vous n'avez pas le droit d'ôter la vie à un homme, à un humain, à un citoyen. Donc, il faut aller simplement porter plainte. Oui. Voilà. Jules-André Kitty, vous brûliez d'en parler. Comment faut-il mettre fin à ces crimes commis contre les journalistes? Non, je commence déjà, vous me le permettez, de saluer l'action des responsables de Eden TV que vous êtes par rapport au cas que Fréjus a évoqué, à commencer par vous, parce que lorsque vous êtes rédacteur en chef comme ça et vous avez un journaliste, ça veut dire que vous êtes informé du sujet sur lequel il va. Et ce qu'il attend de vous, en dehors de l'accompagnement au plan technique, c'est-à-dire un point d'étape, est-ce qu'il y a des difficultés pour avoir telle ou telle information, contacter telle source, c'est aussi ce soutien-là, moral, et qui est hautement stratégique pour que le journaliste, parce qu'il ne suffit pas que le journaliste soit compétent techniquement pour le faire. Il a besoin d'avoir un mental. Mais dès qu'il se sent lâché par son patron, et le premier patron qu'il a dans l'opérationnel, qui le soutient, c'est son rédacteur en chef. Et c'est pourquoi vous êtes d'accord avec moi qu'on ne met pas n'importe qui là. Et ça, il en est fier aujourd'hui parce que pendant qu'on ébranlait celui qui a collaboré sur le sujet avec lui, qui lui balançait ça, lui-même, son moral est touché. Après, quand il tourne dos, il voit son chef, si le chef fait comme ça, alors là, il est mort avant la mort que ceux qui n'ont pas intérêt à ce que cette vérité... Mais les gens ne sont pas allés pour dire ce que vous avez dit sur les morgues là, que c'est mauvais, c'est faux. S'ils venaient ici pour dire, ok, nous pensons que vous avez menti, vous êtes allé dans le décor, vous allez leur donner vos micros et les caméras pour venir le dire. Absolument. Les tests le disent. Et je sais que Eden TV est professionnel. Donc, les gens ne préfèrent pas ça. Ça veut dire que le travail du journaliste, le journaliste doit le savoir, c'est un travail qui dérange.
Vous avez fait le choix délibéré, le jour où vous dites que vous êtes journaliste, vous avez fait le choix délibéré d'aller révéler ce que les gens tendent à cacher et qu'ils savent mauvais, mais qu'ils entretiennent, puis qu'ils présentent comme quelque chose de bien. Mais donc, ils ne vous feront pas de cadeau. Maintenant, nous en appelons à leur conscience pour dire, celui qui est en train de faire ça, lui aussi fait son travail. Même si ça vous fait mal, allez vous plaindre aux instances habilitées à en connaître. Vous avez dans notre profession, par exemple, l'ODEM, d'accord, l'Observatoire de l'éthique et de la morale et de déontologie et de l'éthique dans les médias, qui est le tribunal des pairs, qui peut donc moralement condamner ce journaliste et lui dire il a mal fait, il a violé les tests. La HAC, vous pouvez écrire à la HAC. Vous avez la possibilité de porter plainte devant les juridictions du pays. Alors, au-delà de ça, vous avez, j'insiste sur le fait, je ne suis pas d'accord que Fréjus ait tenté de banaliser. Vous avez dû faire le forcing pour en aller mener. Là, dit oui, c'est vrai, il y a des brebis galeuses. Non, vous n'avez pas idée de comment ça fait mal quand un journaliste fait le choix délibéré de prendre de fausses informations, des informations étriquées ou manipulées ou commanditées pour détruire votre vie. Quand on vous dit, par exemple, quand on écrit sur vous, si on se met à écrire que, bon, voilà, on est allé vous surprendre votre secrétaire et vous dans des ébats sexuels dans votre bureau, alors que vous êtes peut-être en pleine campagne, vous êtes peut-être un porte-étendard pour une campagne de lutte contre le harcèlement sexuel. Ou qu'on dit qu'on vous a... C'est nul, totalement nul. Ça dit que... Vous perdez votre crédibilité. Pour toujours. Mais alors que c'est faux. Alors qu'en plus, celui qui écrit ça est en train d'aller sur un terrain où le débat se fait entre les limites que le journaliste doit se donner par rapport à la vie publique de quelqu'un qui occupe une fonction publique et sa vie privée. Mais quand on écrit ça, et mieux, rien de tout ça ne s'est passé. Comment vous vivez dans votre maison? Quand on dit que, alors que ce n'est pas vrai, que vous avez volé de l'argent, et on donne l'impression que c'est vrai, alors que vous savez que ce n'est pas vrai, il n'y a rien de tout ça. Vous venez à la maison, votre enfant qui est à l'école, ses camarades lui disent, mais on a dit que ton papa est voleur, il a volé l'argent du pays. L'enfant vient à la maison tout pleuré, vous dit, mais papa, pourquoi tu as volé l'argent? L'enfant ne te demande plus si tu as volé ou pas. Dans le quartier, on te connaît, donc à partir de ce moment, comprenons-nous. Est-ce que cela justifie que le journaliste non, écrit justement, le débat, c'est donc la fin de l'impunité, d'accord, pour les crimes contre les journalistes. C'est pour dire, moi je vous ai dit, ne soyons pas égoïstes, ne sortons pas de ce débat sans nous interpeller nous-mêmes. Mais il n'y a rien aucun de ces comportements, de ces dérives des journalistes, dérives éventuelles des journalistes, qui peut justifier que on les a. Et très souvent, je vais vous dire, et c'est là où on peut ne pas trouver de bémol à ces auteurs de ces crimes-là. Très souvent, les journalistes qui sont attaqués, qui sont assassinés, le sont parce qu'ils ont bien fait leur job. Parce que celui qui sait que vous dites la vérité sur un dossier donné, vous avez peut-être livré un coup. Il sait que si vous allez au bout... Il n'ira pas en procès contre vous. Parce que là-bas, des magistrats sont là pour dire le droit. Il n'ira pas en procès. Il se dit, bon, la seule possibilité que j'ai, c'est que celui-là ne respire plus. À partir de ce moment-là, quelqu'un d'autre ne prendra pas le sujet et le fera de la même manière que lui, de sitôt. Donc lui, j'en finis avec lui. Et c'est l'âme des faibles. Donc ceux-là ne peuvent être découragés que, si des journalistes, ils en tuent, hein, mais s'il y a d'autres journalistes qui disent, si vous pensez que c'est en tuant certains que vous allez arrêter l'investigation, vous avez tiré à terre. Continue. Mais deuxième chose, les organisations professionnelles, les syndicats de journalistes, ici et à l'étranger, refont le point pour voir quelle est la taille de notre leadership aujourd'hui. Ne nous voilons pas la face. Nous avons des organisations aujourd'hui qui font l'effort. Quand vous prenez le Bénin, vous avez l'UPMB, le CNPA, vous avez pour les médias qui ont des spécificités, vous avez la FERCAB, vous avez d'autres syndicats par rapport à des domaines spécifiques. Quel est le syndicat de journalistes qui se dit « je me spécialise dans la sécurité des journalistes ». Quand vous prenez 10 actions des associations professionnelles
quel est le pourcentage qui s'occupe en amont de la sécurité des journalistes. Sécurité des journalistes s'entend des cas de brimade des journalistes. Oui, je salue le président de l'UPM qui, j'ai vu pour le cas que c'est on a donné tout à l'heure, de journalistes de Zaire TV qui ont été violentés sur un terrain de... J'ai vu comment le président de l'UPM s'est battu avec le CNPA pour que celui-là soit découragé, encore qu'il était habitué des faits. Mais en dehors de ça, il faut qu'en amont, vous avez dit tout à l'heure, et je salue votre humanisme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'on veut punir les auteurs de crimes. Il faut déjà travailler en amont à éviter que ces crimes ne soient pas commis. Parce que ceux-là, après, vous les amenez devant un tribunal, d'accord, ils sont jugés et c'est encore des gens, ils deviennent plus pasteurs que vous et moi. Ils deviennent plus chauds là que moi, mais l'autre est parti. Donc, à partir de ce moment, je dis, formons-nous nous-mêmes à respecter la vie des autres. Ensuite, faisons suffisamment la diffusion des tests qui régissent notre profession. Ces tests ne sont pas destinés seulement aux journalistes, je suis désolé. J'observe que souvent, nous disons, c'est aux journalistes de connaître les tests qui régissent leur profession. Oui, c'est une obligation déjà pour eux. Mais il faut que les autres acteurs de la société, on diffuse suffisamment, on fasse suffisamment la vulgarisation des tests qui régissent la profession du journaliste. De sorte à ce qu'il y en a qui vous regardent et vous disent, pourquoi lui, les journalistes ont dit que lui, on ne doit pas l'empêcher de venir chercher information alors que nous avons pu chasser les autres. Pourquoi on pense qu'il est privilégié? Non. C'est son métier qui est comme ça. Et celui qui ne connaît pas les tests de votre métier peut réagir n'importe comment. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas d'excuses. J'en finis là. Ces gens qui tuent des journalistes, ils n'ont pas d'excuses. Et il faut davantage les décourager. Et il faut les décourager en ayant suffisamment... Désormais, moi, je souhaite que, si nous revenons ici l'année prochaine, que les statistiques soient suffisamment boostées au niveau du nombre d'auteurs de ces crimes condamnés, d'accord, à des peines sérieuses. Ça n'en prend pas la voie. Hein. Non, ensuite, ce n'est pas mauvais d'être optimiste. Ensuite, qu'il y ait de moins en moins de crimes et que, comme vous l'avez fait, nous fassions la courbe descendante pour dire nous sommes le 2 novembre. Hein. Le 2 novembre 2018, sur ce plateau, nous avons dit tant. Et maintenant, voilà, nous sommes en train de descendre. Il n'y en avait plus. Pour qu'un jour, même si nous continuons dans un système, dans un amour de je t'aime moi non plus avec les politiques, qui puissent comprendre que chacun joue sa partition. Et nous les aidons, parce que c'est nous qui les faisons. Nous avons le droit de diffuser l'information. Et l'information qui est un droit fondamental pour le consommateur. Tout à fait. Ça dit que si nous ne faisons pas notre travail, nous violons toutes les constitutions du monde, tous les droits de l'homme, pour que les gens puissent avoir l'information. Merci Julien Kitty. Dernier mot, Fréjus Serroulan, que faut-il faire pour que les crimes contre les journalistes, que ce soit dans le monde mais aussi au Bénin, puissent diminuer sensiblement? Je crois déjà que ça me ferait mal de finir ce débat sans noter qu'en 2017, les crimes contre les femmes journalistes ont doublé en 2017. Elles ont été violées, tuées par je sens que vous êtes très porté vers, vous êtes très sensible au cas des femmes. Oui, ça a doublé. Mais n'oubliez pas que 2017. Oui, en 2017, d'accord. C'est pas déjà facile. Oui, mais l'UNESCO dit 94% des journalistes tués sont hommes. Bon, donc, 85%. Il faut. Bon, d'accord. 85%. Bon, donc, même si ça a diminué, c'est quand même assez. Les femmes sont toujours. Les femmes, c'est pas facile de faire ce métier-là. Pour les femmes. Non, elles sont oui, c'est pas facile. Elles font autant que difficilement. Nous. Et elle affirme. On a de moins en moins, on a difficilement eu de femmes dans ce métier. Parce que on vous appelle à minuit, à 1h, à aller sur un terrain. Comment un mari, vous pouvez comprendre qu'à 2h du matin, vous êtes dans les bras de votre femme. Oui. On l'appelle pour une situation urgente. Je la comprends parce que j'ai épousé une journaliste. Tout le monde ne peut pas comprendre tout le temps. Donc c'est un métier difficile. Et voilà qu'elles font le pas. Et on se met à les viser davantage. Et en 2007, le nombre a doublé. Donc c'est une raison de plus pour repenser la sécurité des journalistes. Que faut-il faire? Il faut déjà que les journalistes eux-mêmes pensent à leur sécurité. Et il faut des règles élémentaires de sécurité. Par exemple, on peut éviter banalement une mort programmée en suivant est-ce que quand je suis dans mon véhicule, tel véhicule me suit depuis combien de temps? Qu'est-ce qui se passe? Il faut être attentif
au détail. Il faut prendre soin de sa sécurité, surtout quand on est sur des dossiers sensibles. Il faut prendre le minimum de sécurité. Les dossiers sensibles, il est dans tous les bars, tous les soirs. Il faut il faut faire attention maintenant. Les rédactions, les rédactions, quand un journaliste est sur un dossier, il faut prendre des dispositions pour assurer sa sécurité. Et aussi, il faut que les journalistes aussi s'organisent en réseau. Je ne sais pas si on va parler de réseau de renseignement. Parce qu'il le faut, réseau international de renseignement des journalistes, pour que nous puissions avoir des démembrements dans chaque État qui puissent avoir l'alerte à temps qu'un journaliste est menacé. Parce que ce sont des plans qui se font. Hein? On échafaude, on prépare avant qu'on ne déploie les commandos pour exécuter tel ou tel, empoisonner tel ou tel. C'est un circuit, c'est un groupe. Mais si on arrivait à avoir ces réseaux-là pour avoir l'alerte très tôt, pour prendre les dispositions, ce serait bien. Parce qu'il n'est pas sérieux en cette année où les crimes se multiplient sans condamnation, de laisser la sécurité des journalistes au seul bon vouloir des politiques. Il faut soi-même, les journalistes, s'asseoir, réfléchir à repenser la sécurité des journalistes par des méthodes nouvelles. Merci Fréjus Serrolan, secrétaire de rédaction de Eden Télévision, Fréjus Serrolan qui en face de Jules Léandre Kitty, que je remercie également. Vous nous parliez donc de cette journée internationale pour la fin, de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. C'était le 2 novembre 2013. À l'occasion de l'assassinat de Claude Verlon et Ghislaine Dupont, que l'ONU a pensé à la mise en place de cette journée. Hommage donc en ce jour qui commémore également les défunts dans le monde entier, à tous les journalistes assassinés, à tous les journalistes décédés tout simplement pour diverses raisons au Bénin. Hommage donc à tous les confrères et bien de courage à toutes les familles qu'ils ont laissées dans le deuil. Merci à vous d'avoir participé à cette discussion.